Il existe une vérité inconfortable que Carl Jung a découverte au fil de sa pratique clinique et que la plupart des gens préfèrent ignorer, une vérité sur ce qui se passe quand vous n'êtes pas là, sur les conversations qui ont lieu dans votre dos, sur les mots que vous n'entendrez jamais, mais qui empoisonnent votre existence, d'une manière que vous ne soupçonnez même pas. Jung a passé des décennies à étudier la nature humaine dans ce qu'elle a de plus brut, et l'une des choses qui l'intriguait le plus était la façon dont certaines personnes parlaient des autres, en leur absence. Pas les simples potins de comptoir, pas la critique constructive partagée avec un tiers. Non, quelque chose de beaucoup plus sombre. Quelque chose qu'il a identifié comme la forme la plus subtile et la plus dévastatrice d'agression psychologique. Parce que lorsqu'un ennemi larvé parle de vous, en votre absence, il ne se contente pas de donner son avis, il met en œuvre une stratégie conçue pour détruire votre réputation, isoler vos relations et affaiblir votre position sociale. Tout cela, pendant que vous vaquez à vos occupations, sans vous douter de rien. Et le plus perturbant, c'est que cela vous arrive probablement dès maintenant. Quelqu'un, quelque part, est en train de parler de vous, d'une manière que vous n'imaginez même pas. Quelqu'un qui vous sourit quand il vous croise, quelqu'un qui vous embrasse quand vous vous rencontrez, quelqu'un qui prétend vous vouloir du bien. Jung n'était pas naïf. Il savait que l'être humain possède des capacités extraordinaires, tant pour le bien que pour le mal. Et l'une de ces capacités obscures est l'aptitude à détruire quelqu'un, sans confrontation directe, à assassiner une réputation, mot après mot, à empoisonner des relations, goutte à goutte. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est exactement comment opèrent ces ennemis tapis dans l'ombre. Les techniques spécifiques qu'ils utilisent pour parler de vous, quand vous n'êtes pas là. Les signes qui révèlent que quelqu'un s'est employé à empoisonner votre image. Et là, le plus important, les stratégies que Jung a développées pour vous protéger de ce sabotage invisible. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose de fondamental. Jung n'a jamais utilisé l'expression « ennemi larvé » à la légère. Pour lui, ces personnes représentaient un phénomène psychologique spécifique. Ce ne sont pas simplement des personnes que vous n'appréciez pas. Ce ne sont pas des concurrents déclarés. Ce ne sont pas des critiques honnêtes. Un ennemi larvé, selon Jung, est quelqu'un qui a choisi, consciemment ou inconsciemment, de vous attaquer, d'une manière que vous ne pouvez ni détecter, ni contrer. Quelqu'un qui arbore un masque d'amitié ou de neutralité, tout en œuvrant activement à vous nuire. Et la manière la plus efficace qu'ils ont de vous atteindre, c'est à travers ce qu'ils disent, quand vous n'êtes pas là. Le premier schéma que Jung a identifié est ce qu'il appelait la diffamation déguisée en préoccupation. C'est peut-être la technique la plus insidieuse, parce qu'elle est pratiquement impossible à réfuter. Cela fonctionne comme ça. Votre ennemi larvé parle à quelqu'un de votre entourage, mais il ne dit rien de directement négatif sur vous. Au lieu de ça, il exprime de l'inquiétude. Vous savez, je suis un peu inquiet pour Pierre. J'ai remarqué qu'il a l'air très stressé ces derniers temps. Je ne sais pas s'il gère bien la situation. J'espère qu'il va bien. Remarquez ce qui se passe ici. Il n'y a pas d'accusation directe, pas de critique explicite, seulement de l'inquiétude. Une inquiétude qui semble sincère. Une inquiétude que l'autre personne interprétera comme de l'attention. Mais l'effet est dévastateur, parce que désormais, cette personne verra tout ce que vous faites, à travers le prisme de cette inquiétude semée. Si elle vous voit fatigué un jour, elle pensera que cela confirme ce qu'elle a entendu. Si elle vous voit frustré, elle pensera que vous perdez le contrôle. Si elle vous voit heureux, elle pensera que vous êtes dans le déni. Jung appelait cela l'empoisonnement de la perception. Votre ennemi n'a rien changé à votre sujet. Il a simplement changé la façon dont les autres vous perçoivent. Et cette perception altérée devient votre nouvelle réalité sociale. Le deuxième schéma est ce que Jung a identifié comme la révélation stratégique. Votre ennemi larvé partage des informations sur vous qui sont techniquement vraies, mais qui ont été soigneusement sélectionnées pour créer une impression négative. Par exemple, disons qu'il y a des années, vous avez commis une erreur au travail. Vous l'avez corrigée.
Vous en avez tiré des leçons. Vous avez tourné la page. Tout le monde l'a oublié. Sauf votre ennemi larvé, qui a gardé cette information comme une munition. Maintenant, dans une conversation apparemment innocente, il mentionne cette erreur passée. Il ne ment pas. Il n'exagère pas. Il se souvient juste de quelque chose que les autres avaient oublié. Ah oui, Pierre est bon dans ce domaine maintenant. Mais vous vous souvenez de cette fois où, et s'ensuit une description détaillée de votre erreur passée. Ce qui est brillant dans cette technique, c'est qu'elle ne peut pas être réfutée. C'est vrai. C'est arrivé. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de vous diffamer pour avoir rappelé quelque chose qui s'est réellement passé. Mais l'effet est le même. Votre image est tachée par un passé que vous aviez déjà dépassé. Le troisième schéma est ce que Jung appelait la comparaison dévalorisante. Votre ennemi larvé vous compare constamment aux autres, toujours de manière à vous mettre en position de désavantage. Il ne dit pas que vous êtes mauvais dans quelque chose. Il dit que les autres sont meilleurs. Il ne dit pas que vous avez échoué. Il dit que les autres ont réussi là où vous avez échoué. Il ne dit pas que vous êtes incapable. Il dit que les autres gèrent les choses différemment, avec un ton qui implique que différent signifie mieux. C'est très bien ce que Pierre a accompli, bien sûr. Sophie a fait quelque chose de similaire, en moitié moins de temps. Tess, Pierre travaille très dur, pas comme Paul, qui semble tout faire sans effort. Mais il travaille dur. Chaque comparaison est une petite entaille. Individuellement, elles semblent inoffensives, mais accumulées, elles créent un récit. Pierre est toujours à la traîne. Pierre n'est jamais le premier choix. Pierre est bien. Mais il y a de meilleures options. Le quatrième schéma est la semée de doutes. Votre ennemi larvé ne vous critique pas directement. Il se contente de poser des questions. Des questions qui sèment des graines de doute dans l'esprit de celui qui écoute. Vous pensez que Pierre est vraiment qualifié pour ça? Je ne dis pas qu'il ne l'est pas. Je pose juste la question. Ou, je me demande si Pierre sera capable d'assumer cette responsabilité. J'espère bien. Ou, est-ce que quelqu'un a vérifié le travail de Pierre? Ce n'est pas que je me méfie. Ça me semble juste prudent. Ces questions ne sont pas des accusations. Elles ne peuvent pas être réfutées, parce qu'elles n'affirment rien. Mais elles créent un climat de suspicion. Elles amènent les autres à remettre en question des choses qu'ils n'avaient jamais remises en question auparavant. Elles font que votre compétence, votre intégrité, votre capacité doivent soudainement être prouvées, au lieu d'être tenues pour acquises. Jung comprenait que les questions sont des armes puissantes, parce qu'elles n'exigent pas de preuves. N'importe qui peut poser n'importe quelle question, et une fois que la question est dans l'air, le doute est déjà semé. Le cinquième schéma est ce que Jung a identifié comme le récit alternatif. Votre ennemi larvé ne contredit pas directement ce que vous dites ou faites. Au lieu de cela, il propose une interprétation différente des mêmes faits. Vous dites que vous avez travaillé dur sur un projet. Votre ennemi dit qu'il vous a vu très stressé, probablement parce que le projet était trop difficile pour vous. Vous dites que vous avez pris une décision importante. Votre ennemi prétend que vous avez semblé hésitant jusqu'au dernier moment. Vous affirmez avoir accompli quelque chose de significatif. Votre ennemi insinue que vous avez eu de la chance que les circonstances vous soient favorables. Chaque récit alternatif est comme un miroir déformant. Il reflète les mêmes événements, mais sous une forme différente. Et ce qui est troublant, c'est que pour quelqu'un qui n'était pas présent, les deux versions semblent également valables. Il est impossible de savoir laquelle est la vraie avec le temps. Le récit de votre ennemi devient la version officielle pour ceux qui l'ont entendu en premier. Et vous vous retrouvez dans la position impossible de devoir défendre votre propre histoire, l'histoire de votre propre vie. Le sixième schéma, c'est l'exclusion verbale. Votre ennemi larvé ne dit pas de mauvaises choses sur vous. Il ne dit rien tout simplement. Il vous exclut des conversations, ne vous mentionne pas quand il serait naturel de le faire. Omet votre nom des histoires où vous avez participé. Cette technique est subtile, mais dévastatrice, parce que l'absence de mention est presque impossible à détecter. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de ne pas parler de vous.
vous ne pouvez pas affronter un silence. Mais l'effet est réel. Quand votre nom n'apparaît jamais dans certaines conversations, vous commencez à disparaître de la carte mentale des gens. Vous devenez invisible, irrévérent. Facile à oublier. Jung a noté que cette technique était particulièrement courante dans les milieux professionnels, où la visibilité est cruciale pour l'avancement. Un ennemi larvé qui vous exclut systématiquement des conversations peut bloquer votre carrière. Sans jamais prononcer un seul mot négatif sur vous, c'est presque machiavélique. Pensez à un personnage comme Tartuffe de Molière. Le 7e schéma, c'est ce que Jung appelait la confidence empoisonnée. Votre ennemi larvé partage quelque chose avec vous en confidence. Quelque chose d'apparemment important. Quelque chose qui vous fait vous sentir inclus, valorisé, partie d'un cercle interne. Mais cette même information vient avec un message caché. Écoute, je ne devrais pas te dire ça, mais certains murmurent que ton dernier projet n'a pas été aussi bien reçu que tu ne le pensais. Ne t'inquiète pas, je te défends toujours, mais je pensais que tu devrais le savoir. La confidence ressemble à un acte de loyauté. Votre ennemi apparaît comme votre allié, vous protégeant, vous tenant informé. Mais en réalité, il fait plusieurs choses simultanément. Premièrement, il vous informe de critiques qui peuvent être réelles ou inventées. Deuxièmement, il se positionne comme votre protecteur, créant une dépendance. Troisièmement, il sème l'insécurité sur la façon dont les autres vous perçoivent. Et quatrièmement, ainsi les critiques sont inventées. Il crée des conflits là où ils n'existaient pas. Jung a observé que cette technique créait un cycle vicieux. La victime, se sentant reconnaissante pour l'information, fait de plus en plus confiance à son ennemi larvé. Et plus elle a confiance, plus elle devient vulnérable à de futures manipulations. C'est un peu comme être pris dans une spirale. Maintenant, la question cruciale, c'est comment savoir si quelqu'un fait ça avec vous. Comment détecter le sabotage qui se produit en votre absence? Jung a identifié plusieurs signaux qui peuvent vous alerter. Le premier signal, c'est le changement inexpliqué dans la façon dont les autres vous traitent. Si des personnes qui étaient auparavant chaleureuses deviennent soudainement distantes, sans qu'il y ait eu de conflit direct entre vous, il est possible que quelqu'un ait parlé de vous. Ça sent le soufre. Le deuxième signal, c'est quand quelqu'un vous confronte avec des informations qui ne pourraient venir que d'une source spécifique. Si on vous dit « J'ai entendu dire que tu as fait ou dit quelque chose », et vous savez qu'une seule personne aurait pu dire ça, vous avez identifié votre diffamateur. Le troisième signal, c'est la sensation persistante que quelque chose ne va pas. Mais vous ne pouvez pas identifier quoi. Jung faisait profondément confiance à l'intuition. Si vous sentez que votre réputation est en train d'être endommagée, que les choses ne se passent pas comme elles le devraient, qu'il y a une résistance invisible dans votre environnement, vous êtes probablement en train de capter quelque chose de réel. C'est comme un mauvais pressentiment, une intuition. Le quatrième signal, c'est quand vous entendez parler de versions distordues de votre propre histoire. Si quelqu'un vous raconte ce que vous auriez soi-disant dit ou fait, et que la version ne correspond pas à la réalité. Quelqu'un a créé des récits alternatifs sur vous. Le cinquième signal, c'est le défenseur trop enthousiaste. Jung a noté que parfois les ennemis larvés se positionnent comme vos plus grands défenseurs publics. Mais leur défense vient toujours avec des nuances qui renforcent les critiques. Non, je ne crois pas que Pierre soit incompétent comme certains le disent. Il est un peu perdu parfois, mais incompétent. C'est trop fort. Maintenant, que faites-vous quand vous identifiez un ennemi larvé? Comment vous protégez-vous du sabotage verbal qui se produit en votre absence? Jung a développé plusieurs stratégies que ses patients trouvaient efficaces. La première stratégie, c'est ce que Jung appelait la multiplication des témoins. L'idée est simple. Plus il y a de personnes qui ont une expérience directe avec vous, moins les récits de votre ennemi ont de pouvoir. Si quelqu'un essaie de créer une version négative de vous, mais que 10 personnes ont des expériences positives directes avec vous, le récit négatif perd de sa force. Les gens font plus confiance à leur propre expérience qu'à ce que les autres leur racontent. Cela signifie être intentionnellement visible, cultiver des relations directes avec les personnes importantes dans votre vie, ne pas permettre à votre ennemi
d'être l'intermédiaire entre vous et les autres. La deuxième stratégie, c'est la documentation silencieuse. Jung recommandait de tenir des registres de vos réalisations, de vos contributions, de vos interactions, non pas pour confronter votre ennemi, mais pour avoir des preuves concrètes si les récits mensongers deviennent problématiques. Un courriel qui confirme votre participation à un projet, un message qui reconnaît votre contribution, une photo qui démontre votre présence à un événement. Ces registres peuvent sembler inutiles, mais ils deviennent inestimables quand quelqu'un essaie de réécrire l'histoire. La troisième stratégie, c'est ce que Jung appelait l'alliance stratégique. Identifiez les personnes dans votre environnement qui sont des sources fiables d'informations et cultivez des relations génuines avec elles. Ces personnes deviennent vos yeux et vos oreilles quand vous n'êtes pas présent. Elles vous alertent quand quelqu'un parle de vous. Elles vous donnent du contexte quand vous remarquez des changements inexplicables. Elles vous aident à comprendre les dynamiques que vous ne pouvez pas voir directement. La quatrième stratégie, c'est la confrontation indirecte. Jung ne recommandait pas de confronter directement un ennemi larvé. Le faire active généralement ses défenses et le rend plus prudent, pas moins nuisible. Au lieu de cela, il recommandait ce qu'il appelait la confrontation à travers le comportement. Cela signifie agir de manière qui contredisent les récits que votre ennemi est en train de créer. Si vous savez qu'on vous dépeint comme incompétent, vous vous assurez que votre compétence est visible. Si vous savez qu'on vous dépeint comme conflictuel, vous vous assurez que votre diplomatie est évidente. Si vous savez qu'on vous dépeint comme peu fiable, vous vous assurez que votre fiabilité est démontrable. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Votre comportement parle plus fort que ces mots. La cinquième stratégie est la plus difficile, mais possiblement la plus importante. Jung l'appelait l'immunité interne. C'est le processus de construction d'une identité, tellement solide que les mots des autres ne peuvent la blesser. Jung a écrit abondamment sur la façon dont les personnes qui entretiennent une relation saine avec leur propre moi sont moins vulnérables à l'opinion des autres, pas parce que cela ne les importe pas, mais parce que leur sentiment de valeur ne dépend pas de la validation externe. C'est un point essentiel. Cette immunité ne se construit pas du jour au lendemain. Elle requiert un travail intérieur, un véritable effort. Elle requiert de confronter ses propres insécurités, de les regarder en face. Elle requiert de développer un récit de soi-même qui soit le vôtre, et non emprunté aux autres. C'est votre histoire, et elle doit venir de vous. Mais une fois que vous l'avez, les mots de votre ennemi larvé perdent leur pouvoir. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans votre dos. Ils peuvent créer les récits qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent vous atteindre. Là où cela compte vraiment, au plus profond de vous. Il y a autre chose que Jung voulait que vous compreniez au sujet des ennemis larvés et de leur façon de parler de vous. Et c'est peut-être le plus important de tout. Écoutez bien, la façon dont quelqu'un parle de vous, quand vous n'êtes pas là, dit tout sur lui et presque rien sur vous. C'est une clé de lecture fondamentale. Jung a observé que les personnes qui diffament les autres en leur absence projettent leurs propres insécurités, leurs propres peurs et leurs propres échecs. La personne qui vous dépeint comme incompétent se bat avec sa propre sensation d'incompétence. La personne qui vous dépeint comme peu fiable, qui a des problèmes avec la confiance. La personne qui vous dépeint comme une menace se sent menacée. C'est un miroir déformant, mais un miroir tout de même. Cela n'excuse pas leur comportement, cela ne le rend pas moins nuisible, mais cela vous donne de la perspective. Cela vous aide à comprendre que le problème est en eux et non en vous. Comme le disait si bien Sartre, l'enfer c'est les autres, mais parfois c'est surtout EUX. Et cette compréhension est libératrice, parce que cela signifie que peu importe combien vous travaillez pour être une meilleure personne, votre ennemi larvé continuera de trouver des façons de vous critiquer. Son comportement ne dépend pas de ce que vous faites. Il dépend de ce qu'ils sont, de leurs propres failles. Jung a également noté quelque chose de fascinant sur les conséquences à long terme de ce comportement. Les personnes qui habituellement diffament les autres finissent par s'exposer. Leur schéma devient visible. Les gens commencent à remarquer
qu'ils ont toujours quelque chose de négatif à dire sur quelqu'un. Et quand cela se produit, quand le masque tombe, leur crédibilité s'effondre. Tous les récits qu'ils ont créés sur les autres deviennent suspects. Toutes les préoccupations qu'ils ont exprimées se révèlent comme de la manipulation, comme les personnages hypocrites que Molière aimait dépeindre. Jung appelait cela la justice du temps. Parce que même si votre ennemi larvé peut vous blesser à court terme, à long terme, la vérité tend à émerger. Et quand elle émerge, le lésé est le diffamateur et non le diffamé. Cela ne signifie pas que vous devez attendre passivement que la justice arrive. Cela signifie que, pendant que vous vous protégez activement, vous pouvez avoir la confiance que le temps travaille en votre faveur. Maintenant, il y a une question que vous vous posez probablement. Pourquoi certaines personnes font cela? Pourquoi choisissent-elles le chemin du sabotage verbal au lieu de la compétition honnête ou de la confrontation directe? Haeung avait plusieurs explications. La première est que le sabotage verbal est sûr. Il ne requiert pas d'affronter la personne directement. Il ne risque pas le rejet ou le conflit ouvert. Il permet de nuire depuis les ombres. La deuxième explication est que le sabotage verbal est efficace. Un mensonge répété suffisamment de fois devient une vérité perçue. Une réputation salie systématiquement est endommagée durablement. C'est une forme d'agression qui produit des résultats avec peu de risques. La troisième explication est que le sabotage verbal satisfait des besoins psychologiques profonds. Il permet à la personne de se sentir supérieure sans avoir à démontrer une supériorité réelle. Il permet de redistribuer le statut social sans le gagner légitimement. Il permet de punir les autres sans assumer la responsabilité de la punition. C'est une forme de compensation. Jung comprenait que les ennemis larvés ne sont pas simplement de mauvaises personnes, choisissant d'être mauvaises. Ce sont des personnes blessées, utilisant des outils destructeurs pour gérer leur propre douleur. Cela ne les rend pas moins dangereux, mais cela les rend compréhensibles. Et cette compréhension, paradoxalement, vous donne du pouvoir. Parce que quand vous comprenez la motivation derrière le comportement de votre ennemi, vous pouvez prédire ses mouvements. Vous pouvez anticiper où il attaquera. Vous pouvez préparer vos défenses. C'est une forme de connaissance qui vous protège. Je veux vous laisser avec quelque chose que Jung a écrit vers la fin de sa carrière, quelque chose qui résume sa pensée sur ce thème si douloureux. Il a dit que la personne qui vit dans la lumière de sa propre vérité a moins à craindre des ombres des autres. Non pas parce que les ombres n'existent pas, non pas parce qu'elles ne peuvent pas nuire, mais parce que la lumière intérieure est plus forte que l'obscurité extérieure. C'est la force de l'âme. Votre ennemi larvé peut parler de vous quand vous n'êtes pas là. Il peut créer des récits. Il peut semer le doute. Il peut empoisonner la perception, comme un venin subtil. Mais il ne peut pas changer qui vous êtes. Il ne peut pas toucher votre essence. Il ne peut pas altérer votre vérité. Ce n'est qu'une illusion. Et au final, votre vérité est la seule chose qui compte vraiment. Parce que les mots des autres s'estompent. Les récits changent, les perceptions évoluent, mais vous, qui vous êtes vraiment, demeure. C'est votre fondation. Jung avait confiance en cette permanence. Il avait confiance en la capacité humaine de se maintenir intègre, même quand les autres tentent de nous fragmenter avec leurs mots. Votre ennemi larvé peut parler de vous quand vous n'êtes pas là, mais vous pouvez choisir de ne pas lui donner de pouvoir. Vous pouvez choisir de vous protéger, sans vous obséder. Vous pouvez choisir de suivre votre chemin, sans vous dévier, par ses attaques. Et ce choix, plus que toute stratégie spécifique, est votre plus grande protection. C'est votre bouclier, parce qu'au final, les mots que les autres disent de vous, en votre absence, n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Et vous pouvez choisir de ne leur en donner aucun. Zéro. Jung a passé sa vie à étudier la complexité humaine, les lumières et les ombres que nous habitons tous. Et ce qu'il a découvert
N'est pas que nous pouvons éviter les ombres des autres, il a découvert, que nous pouvons apprendre à naviguer à travers elles sans perdre notre propre lumière. C'est la voie de la sagesse. C'est ce que je vous invite à faire. Non pas à vivre dans la paranoïa, à propos de ce qu'on dit de vous, non pas à vous obséder, avec le contrôle des récits, mais à construire une vie tellement solide, une identité tellement claire, un sentiment de valeur tellement profond que les mots de vos ennemis larvés se deviennent irrelevants, parce qu'au final, ce qu'on dit de vous, quand vous n'êtes pas là, n'est important que si vous décidez que ça l'est, et vous avez le pouvoir de décider que ça ne l'est pas du tout, absolument pas. Mais avant de terminer, il y a quelque chose d'autre que Jung considérait crucial et que je veux partager avec vous, quelque chose sur la façon de distinguer entre la critique légitime et le sabotage verbal. Parce que tout ce qu'on dit de vous, dans votre dos, n'est pas une attaque. Parfois, les gens partagent des préoccupations genuines. Parfois, ils expriment des frustrations légitimes. Parfois, ils signalent des problèmes réels que vous devez entendre. Jung était très clair sur ce point. La paranoïa n'est pas une protection. Assumer que tout le monde est votre ennemi est aussi nuisible que de ne pas reconnaître les ennemis que vous avez réellement. Alors, comment distinguer? Jung identifiait 3 différences clés entre la critique légitime et le sabotage verbal. La première différence, c'est l'intention derrière l'action. La critique légitime cherche à résoudre un problème ou à améliorer une situation. Le sabotage, lui, cherche à nuire à votre image. Sans offrir la moindre solution, demandez-vous, cette personne, est-elle en train de signaler quelque chose pour que je puisse m'améliorer? Ou cherche-t-elle simplement à ce que les autres pensent du mal de moi? La deuxième différence, c'est l'audience choisie. La critique légitime s'adresse à vous directement, ou à quelqu'un qui peut aider à résoudre le problème. Le sabotage, lui, s'adresse à tout le monde, surtout à des personnes qui n'ont aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit, mais qui ont tout le pouvoir de vous juger. Pensez au commérage rapporté par une amie comme Sandrine. Elle vous parle de ce que Jocelyn a dit à votre sujet. Mais Sandrine a-t-elle vraiment votre intérêt à cœur? La troisième différence, c'est le schéma de comportement. Une personne qui, occasionnellement, exprime de la frustration à votre sujet n'est pas un ennemi tapi dans l'ombre, un ennemi larvé. Une personne qui, systématiquement, constamment, répétitivement, parle de vous de manière négative. Le ST, c'est la différence entre un mauvais jour et une campagne de dénigrement soutenue. C'est comme comparer une dispute passagère avec un collègue et les manigances sournoises d'un personnage à la Molière, disséminant des potins pour vous discréditer. Jung signalait aussi que parfois, les critiques les plus douloureuses sont les plus nécessaires à entendre. Si quelqu'un vous signale un schéma de comportement problématique et que ce signalement vient avec un désir général de vous voir vous améliorer, l'ignorer par peur des ennemis larvés serait une erreur. Imaginez un ami sincère, comme Antoine, qui vous fait remarquer, avec tact, une tendance à interrompre les autres. Ce serait dommage de le considérer comme un ennemi, au lieu d'accepter son conseil bienveillant. La sagesse réside dans le développement du discernement, pour distinguer entre les deux. Et ce discernement, comme tout dans le travail de Jung, vient avec la pratique et l'honnêteté envers soi-même. C'est un peu comme l'introspection sartrienne. Se regarder soi-même avec lucidité, même lorsque c'est inconfortable. Il y a un exercice que Jung recommandait à ses patients qui faisaient face à cette situation. Il l'appelait l'analyse du messager. Chaque fois que vous apprenez quelque chose que quelqu'un a dit à votre sujet, posez-vous 3 questions. Première, qui me rapporte cette information? Et quelle est sa motivation? Parfois, la personne qui vous dit ce que les autres disent est aussi problématique que la personne qui le dit. Les messagers de potins ont souvent leurs propres agendas. Il se peut qu'ils cherchent à manipuler la situation ou simplement à créer des drames. Méfiez-vous des amis qui prennent plaisir à rapporter les ragots.
Deuxième, cette information a-t-elle un schéma cohérent avec d'autres choses que j'ai observées? Si ce que vous entendez contredit complètement votre expérience directe avec la personne accusée, considérez la possibilité que l'information ait été déformée à un moment donné de la chaîne. Imaginez qu'on vous rapporte que votre voisine, Madame Dubois, vous déteste, alors que vous l'avez toujours trouvée charmante. Il y a fort à parier que l'information est biaisée. Troisième, qu'est-ce que la personne originale gagnerait à dire cela? La motivation est la clé. Si vous ne pouvez pas identifier une motivation claire pour le sabotage, peut-être que ce n'est pas du sabotage, peut-être que c'est un malentendu, une frustration momentanée, ou simplement une communication maladroite. Parfois, les gens disent des choses blessantes sans vraiment le vouloir. Il est important de ne pas sauter aux conclusions trop vite. Cette analyse ne vous protégera pas de tous les ennemis larvés, mais elle vous aidera à ne pas créer d'ennemis là où il n'y en a pas. Et cette précision est également importante. Il s'agit d'éviter de tomber dans la paranoïa et de voir des complots partout. Jung a aussi parlé de quelque chose qu'il appelait le piège de la victime perpétuelle. Certaines personnes, après avoir expérimenté une trahison véritable, commencent à voir de la trahison partout. Chaque commentaire devient suspect. Chaque silence devient une conspiration. Chaque regard devient un jugement. Cette hypervigilance, bien que compréhensible, est autodestructrice. Premièrement, parce qu'elle épuise l'énergie que vous pourriez utiliser pour des choses productives. Deuxièmement, parce qu'elle éloigne les personnes qui vous veulent genuinement du bien, qui se lassent d'être toujours suspectées. Et troisièmement, parce qu'elle crée une prophétie autoréalisatrice. Quand vous traitez tout le monde comme des ennemis potentiels, ils finiront par le confirmer, en se comportant comme tels. C'est un cercle vicieux. La protection Sein, selon Jung, est différente. C'est être alerte, sans être obsédé. C'est reconnaître des schémas, sans les inventer. C'est protéger votre bien-être, sans sacrifier votre capacité à faire confiance. C'est comme trouver un juste milieu, entre la naïveté et la suspicion excessive. Cet équilibre n'est pas facile à maintenir. Il requiert ce que Jung appelait la fonction réflexive, la capacité d'observer vos propres réactions, et de vous demander si elles sont proportionnées à la situation. C'est une forme d'introspection qui demande du recul et de l'objectivité. Quand vous entendez dire que quelqu'un a parlé de vous, votre première réaction sera émotionnelle, colère, trahison, peur, tristesse. Ces émotions sont valides, mais elles ne doivent pas être les seuls guides de votre réponse. Il est important de les reconnaître, mais de ne pas les laisser vous submerger. Après l'émotion initiale, vient la réflexion. Est-ce aussi grave que cela en a l'air? Ai-je toute l'information? Y a-t-il d'autres explications possibles? Quelle est la meilleure manière de répondre? Prenez le temps d'analyser la situation, de peser le pour et le contre, avant de réagir. Cette pause réflexive est ce qui sépare la réaction sage de la réaction impulsive. Et dans les situations de sabotage verbal, la réaction impulsive aggrave presque toujours les choses. Céder à la colère ou à la vengeance ne fera qu'envenimer la situation. Je veux conclure avec une réflexion finale sur pourquoi ce thème importe tant. Ce n'est pas seulement pour protéger votre réputation, même si c'est important. Ce n'est pas seulement pour identifier les ennemis, même si c'est utile. C'est à propos de quelque chose de plus profond. C'est une question d'intégrité et d'épanouissement personnel. Jung croyait que la façon dont nous gérons les relations humaines, y compris les relations avec ceux qui nous nuisent, définit notre développement psychologique. Chaque rencontre avec un ennemi tapi dans l'ombre est une opportunité de croissance. C'est une occasion de se connaître soi-même et de se dépasser. Vous pouvez choisir de vous aigrir. Vous pouvez choisir de devenir cynique. Vous pouvez choisir de répondre avec le même poison que vous recevez. C'est une option, mais elle ne vous mènera qu'à l'amertume et à la désillusion. Ou vous pouvez choisir quelque chose de différent. Vous pouvez choisir d'apprendre. Vous pouvez choisir de vous renforcer. Vous pouvez choisir de maintenir votre intégrité, même quand les autres abandonnent la leur. C'est un chemin plus difficile,
mais c'est celui qui mène à la véritable force, ce choix. Répété une et une autre fois tout au long de la vie. Est ce que Jung appelait l'individuation. Le processus de devenir qui vous êtes vraiment, pas qui les circonstances ou les mots des autres tentent de vous faire devenir. C'est un voyage vers soi-même. Votre ennemi tapi dans l'ombre ne le sait pas, mais en vous attaquant, il vous donne l'opportunité de choisir qui vous voulez être. Et ce choix est le vôtre. Et seulement le vôtre. C'est votre pouvoir. Jung a dédié sa vie à comprendre la nature humaine dans toute sa complexité, les lumières et les ombres, les héros et les vilains, les amis et les ennemis. Il a exploré les profondeurs de l'âme humaine, et ce qu'il a conclu, après des décennies d'études, c'est que chacun de nous a la capacité de transcender les ombres que les autres projettent sur nous, de maintenir notre lumière, même dans l'obscurité, d'être qui nous sommes, indépendamment de ce que les autres disent quand nous ne sommes pas présents. Il a compris que la résilience est au cœur de l'être humain, la manière dont un ennemi larvé parle de vous quand vous n'êtes pas là, dit tout de lui. Mais la manière dont vous répondez à cela dit tout de vous. C'est votre signature. Et à la fin, c'est la seule chose qui compte vraiment. C'est votre réaction, votre attitude, votre façon d'être. C'est ce qui définira votre parcours,